Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui sur notre antenne, on entre chez le Petit Thierry. Vous saurez tout sur ce restaurateur et sur son établissement qu'on visite, de la cuisine à la cave. Au menu également, un tête-à-tête avec Jacques Young pour parler d'une histoire familiale à la Brème d'Or, une vue originale de notre histoire mosellane. On commence tout d'abord par les prévisions de Météo France pour demain. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la dégradation, c'est pour demain. Les nuages arrivés dans la nuit encombrent le ciel et laissent échapper dans un premier temps quelques averses, localement accompagnées d'un coup de tonnerre. Des pluies marquées continuent d'arroser nos contrées le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de 10 à 13 degrés et les maximales de 20 à 24 degrés. Demain samedi 12 septembre, nous fêtons les Apollinaires. Le soleil nous accompagnera de 7h à 19h48. Et tout de suite, place à notre séquence nature. Très bonne journée à tous, à bientôt. On peut dire que les roundballeurs ont trouvé de nouvelles débouchées. À Rohrbach-les-Beach, ils servent de pot de fleurs géants. Ici, au rond-point de Wölflin, ils deviennent tracteurs et remorques pour annoncer l'événement de ce week-end, les terres de gym. Un peu plus loin, encore des roundballers et cette fois ils deviennent un couple qui annonce la fête de la pomme de terre de Wölflin. Au final, ce sont de jolis décors qui mettent un peu de sympathie le long de nos routes. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Avec l'aglo, plus belle la vie. Thierry Bréninger possède un amour du goût sans mesure. Ce restaurateur nous ouvre son restaurant, sa cave et dévoile sa face cachée. Direction les bords de Sarre, chez le Petit Thierry, un magazine de Francis Hoffman et Julien Tesser. She wakes up in the morning with her head still full of dreams, remembering all what happened, all the things that might have been, but the dreams blown away. Thierry Bréninger, j'exerce à Sarreguemines, en bord de Sarre, dans mon restaurant qui s'appelle le Petit Thierry depuis un certain nombre d'années. J'hésitais entre décorateur, pâtissier et cuisinier. Et en fait, j'ai fait quelques stages et je me suis orienté dans la cuisine, mais plus par rapport à la pâtisserie au début. Je suis né ici et mes parents, ils ont exploité cet endroit pendant 40 ans. Et cuisine un peu bourgeoise, un peu... Et moi, je l'ai repris après, quoi. En fait, c'est plusieurs générations en plus. Ma grand-mère avait déjà ça, c'était un PMU. À l'époque, le café de la Sarre, il paraît que c'était le premier PMU de Sarreguemines. Alors c'est assez amusant, quoi. Et mon grand-père était épicier ambulant. En fait, avant, le restaurant s'appelait le Vieux Moulin, par rapport aussi à un moulin qui est situé en face et qui n'existe plus, quoi, qui a brûlé il y a quelques années. Donc avant, ça s'appelait le Vieux Moulin, donc c'est une entreprise familiale que j'ai repris. En faisant bêtement du rangement un jour, je suis tombé sur une photo de moi quand j'étais tout petit, où je jouais avec une cuillère en bois et que j'avais une toque sur la tête, une toque en tissu à l'époque. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit voilà, le Petit Thierry, c'est le nom qui conviendra parfaitement à l'établissement et ça fera une vraie cassure par rapport au passé, parce que je voulais tourner la page et vraiment passer à autre chose, quoi. En fait, l'étoile, je voulais toujours l'avoir pour mes 30 ans. Je me suis battu, j'ai travaillé que dans des restaurants étoilés dans le passé.
Et donc, du coup, quand je l'ai eu pour mes 31 ans, c'était fabuleux, c'était mon rêve. Janvier 2008, j'avais décidé de rendre mon étoile pour une nouvelle aventure, pour faire quelque chose de peut-être de plus accessible aussi. Et j'avais envie d'avoir des clients qui me correspondent, voire des plus jeunes même, et plus de liberté dans mes choix, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Quand on fait mon métier, on est à la recherche de quoi? De bons produits, de bonnes saveurs, de choses simples ou moins, mais du moins de bonnes saveurs et le produit surtout. Et dans l'épicerie, je m'y retrouve un peu parce qu'il y a ces bons produits qu'on va trouver aux quatre coins de la France, voire à l'étranger, en Italie. Et donc du coup, c'est un complément. Et ça donne une âme aussi. Je trouve que les produits d'épicerie dans un restaurant, je trouve que ça complète un peu, ça donne une chaleur et je trouve ça assez amusant en fait. Voilà. L'épicier, c'est... Jouer à l'épicier, c'est... Quand on était petit, on jouait à l'épicier, quoi. C'est un peu ça, c'est un retour en enfance, quoi. J'avais une épicerie fine pendant 8 ans et demi et un salon thé où on faisait des petits plats du jour, des tartines et évidemment de la pâtisserie pendant un certain temps. Et bon, écoutez, j'ai eu des petits soucis et donc du coup, j'ai dû faire un choix et je me suis reconcentré sur mon restaurant et du coup, on a développé ici, quoi. Il y a toujours un peu de nostalgie parce qu'en fait, c'était des créations. Quand on fait quelque chose, on y tient. Et après, quand ça ne va pas toujours comme on souhaite, c'est vrai qu'il y a des petits regrets, mais on peut rebondir à tout moment, quoi. Gérer une équipe, ça fait partie de mon métier. C'est pas toujours très amusant de donner des directives, de surveiller, de manager. Ça, c'est un autre métier. Mais effectivement, ça fait partie. Après, ce qui me passionne vraiment, c'est choisir les produits, élaborer les menus et le contact de la clientèle, raconter mes petites histoires. Ça, c'est le côté, je dirais... on est directement, il y a un jugement, il y a un avis sur ce qu'on fait, quoi. C'est instantané, quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait. J'ai travaillé quand même chez des grands chefs étoilés. Notamment, j'ai appris mon métier chez Antoine Westermann à Strasbourg, au Burizel. Chez Christian Constant au Crillon, à l'époque, à Paris. Enfin, j'ai fait un petit parcours à Landsbourg, chez Cathy Klein et bien d'autres. Et je dois dire que chacun de ces grands chefs, ils m'ont donné quelque chose, certains un peu plus, mais ça c'est de l'ordre, je dirais, plus émotionnel, ou c'est plus intime dans le sens où il y a vraiment eu des échanges intéressants. Et après, l'expérience, au bout de 30 ans, fait qu'il y a des choses comme ça qui viennent. Il y a certains jours où on a des idées, et donc là, en général, quand j'ai des idées, je les mets sur un bout de papier. Et comme on change la carte régulièrement toutes les semaines, il faut toujours avoir une source d'inspiration. Les idées viennent finalement facilement, quoi. She wakes up in the morning with her head still full of dreams, remembering all what happened, all the things that might have been, but the dreams blown away. Now she's got to move on. She walks into the kitchen, makes some tea and checks her phone for a message or a text, just a sign she's not alone. Je suis très anxieux, mais pas en cuisine, parce qu'en fait, on fait ce qu'on aime. Je travaille les produits que j'affecte, et à partir du moment que je travaille les produits que j'affecte,
Les clients, c'est plus les clients qui s'adaptent, c'est un peu égoïste, mais on fait les produits comme on le sent, avec les ingrédients qu'on sent, avec la garniture et tout. Et donc du coup, c'est les clients qui viennent découvrir nos plats. Et donc oui, ça colle, je ne suis pas inquiet. Et après, les saveurs, on les connaît, les assemblages. Après, effectivement, il y a peut-être certains plats qui peuvent moins plaire parce qu'on a des idées des fois du moment, quoi. Mais en général, il n'y a pas trop de risques quand même. C'est toujours plus ou moins bien réussi. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et après, quand on l'imagine le plat, on le prépare, et après, on peut modifier toujours si... On se dit, ah bah tiens, j'ai pas pensé à ça, alors je vais enlever tel produit ou rajouter un autre produit. Ou quelquefois, c'est juste une question de présentation. Des fois, ça tient un peu de choses pour que le plat il soit parfait, quoi, en fait. Les arts de la table, oui, parce que c'est l'art de recevoir. Quand vous accueillez des gens chez vous, vous dressez une belle table avec un beau nappage, de la belle vaisselle. Puis je dois dire que dans la région, on est quand même assez gâtés avec les cristalleries et tout ça. Je veux dire, donc l'art de la table, oui, c'est l'art de recevoir, l'art de faire plaisir avant tout. Donc oui, on est un peu artiste, mais il y a plein d'artistes si on regarde autour de nous. Rien n'est jamais acquis, ça c'est sûr, parce que la vie professionnelle ou la vie intime, c'est un combat. C'est vraiment... tous les jours, il y a une remise en question. Je crois que on est fort, mais en même temps, on peut être très faible, quoi. Donc je crois que c'est un combat, oui, au quotidien. Le moment le plus intense, c'est vraiment quand j'ai eu l'étoile, quoi. J'ai pleuré comme un enfant de 5 ans. J'arrivais plus à retenir mes émotions parce qu'en fait, c'est la reconnaissance parmi les siens, quoi. Et on est conviés à des repas et il y a nos aînés qui sont là, les tout grands, quoi. Et donc on se sent vraiment... on a l'impression d'exister aux yeux de nos collègues et ça, c'est vraiment la reconnaissance, je dirais. Et ça ouvre des portes et puis c'est une petite fierté, une fierté pour soi-même et une fierté pour son équipe parce qu'on a réussi à fédérer une énergie, à fédérer des choses et on vit quand même la pression au quotidien. Moi, je suis un angoissé de nature. Je suis très angoissé, donc je mets beaucoup la pression parce que j'aime bien les choses bien faites. Et quand on reçoit l'étoile, c'est vraiment l'aboutissement. On se dit, voilà, on a mis la pression, c'était pas toujours évident, mais il y a quand même un résultat et il y a une reconnaissance. Et ça fait plaisir plus que tout. Mes clients, au final, c'est tout le monde, hein. Mes clients, c'est les jeunes couples qui sortent pour la première fois en amoureux. C'est les gens qui ont envie de se faire plaisir pour un événement particulier. C'est les professionnels qui déjeunent ou dînent en affaires. Finalement, c'est un peu tout le monde. C'est les mamies et les papis qui se font plaisir le dimanche midi. C'est une clientèle très très variée parce qu'en fait, la cuisine, comme beaucoup de choses, ça rassemble les gens. On se rassemble autour d'une table. On réunit plusieurs générations, comme faisaient nos grands-mères quand elles invitaient toute la famille. En fait, il y avait toutes les générations et pour discuter des choses et développer et pour se retrouver, quoi, en fait. C'est ça l'esprit d'un restaurant. C'est se retrouver pour parler des choses. She wakes
with our heads still full of dreams. Je voulais vraiment faire une terrasse parce que c'est dans la continuité, c'est un espace convivial. L'endroit, je l'avais, il était juste pas aménagé. Et c'est surtout un plus pour les gens qui veulent être dehors en été. Et aussi, j'avais envie de faire une déco un peu sympa, un mélange de matières en fait, de pierre, de bois. Je voulais que ça me ressemble, hein, parce que ça c'est vraiment le restaurant actuel. C'est un restaurant qui a quand même 40-50 ans. Donc les choses ont été modifiées au fil du temps, alors que la terrasse c'est une pure création. Donc du coup, elle me ressemble encore plus que le restaurant, parce qu'il n'y avait rien, donc j'ai fait quelque chose. Donc c'est vraiment une création et j'en suis assez content, quoi, assez fier. Des anecdotes, il y en a tellement. Dans un espace de vie comme un restaurant, il y en a tellement. C'est un endroit où les choses se passent, quoi. Où les choses se passent. Et nous, finalement, on devient spectateur, quoi. De ce qu'on est spectateur, quoi. Parce que les gens qui font vivre le restaurant, c'est évidemment les clients. Et nous, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Il se passe tous les jours des choses. C'est passionnant, c'est jamais pareil. Ah, si c'était à refaire, je referais, oui. Mais peut-être différemment. Peut-être plus petit, en fait. Parce qu'il faut dire que l'affaire est quand même assez grande. Peut-être plus petit, finalement, pour gérer un maximum de choses, quoi. J'aime bien que tout colle. Et on est quand même une belle équipe, donc c'est pas toujours évident. Mais je referais, mais plus petit. Ça, c'est sûr. On est une dizaine, à peu près moitié salle, moitié cuisine. J'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps, en cuisine surtout. C'est une équipe assez jeune, pour la plupart. On fait des métiers vifs, donc comme en cuisine, c'est la chaleur, le feu. Donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est le coup de feu. Et quand on est dans le stress, des fois, on est un peu excessif. Mais ça fait partie, tous les cuisiniers ils sont un peu comme ça, ils sont un peu toujours tendus, un peu sur le fil comme ça. Mais ça fait partie de notre métier, on aime le danger un peu, je crois. Je me souhaite que ça marche, qu'on s'épanouisse ensemble, parce qu'avant tout, c'est un travail d'équipe. Seul, je ne fais rien, strictement rien. Voilà, qu'on arrive à satisfaire un maximum de clients pour aller de l'avant, pour développer l'endroit, parce qu'il y a mille et une choses encore à faire. Et donc, pour les faire, il faut du succès, évidemment. Et que chacun se sente bien dans son rôle, quoi, au sein de l'équipe, quoi. C'est important. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le vendredi 2 octobre prochain. Raphaël, Isia, Ibrahima Alouf, Oxmo Puccino, Sophia Aram, Camille Chamou, Michel Bernier et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 8 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, fit crossing,
et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Les Mosellans ont vécu 3 guerres en moins d'un siècle, une tourmente que raconte Jacques Young au travers d'un roman familial intitulé La Brème d'Or, roman qui offre une vision originale de notre histoire. Jacques Young se livre aux côtés de Marianne Gabriel, c'est tout de suite Entre les lignes. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Né en Moselle, à Moyeuvre-Grande, il n'y a vécu que très peu de temps, 2 ans en réalité, avant de s'établir dans la région centre avec ses parents. Mais l'histoire familiale le ramène sans cesse à ses origines lorraines. Après une maîtrise en sciences économiques et une carrière dans la fonction publique, Jacques Young se consacre à ses 2 passions, l'écriture et la communication, en tant que chroniqueur dans une radio et correspondant de presse d'un hebdomadaire. C'est là qu'il commence à écrire son premier roman, La Brème d'Or. Sélectionné au prix Erckmann-Chatrian, le succès est au rendez-vous. Jacques Young multiplie les conférences sur l'histoire de l'Alsace-Moselle et devient l'ambassadeur de notre histoire douloureuse. Une histoire complètement ignorée par les gens du Midi. Encouragé par ce premier succès, il réitère avec un second roman dont la sortie est prévue fin 2016. Bonjour à tous. Un lieu que les gens de la région de Forbach et de Sarreguemines et de Sarrebruck connaissent bien, la Brème d'Or. Ce lieu est fort en symbole parce qu'il réunit la France et l'Allemagne, mais c'est aussi le titre d'un roman de Jacques Young, une saga familiale qui commence en 1872 et s'achève en 1947 et met en exergue toute la complexité de la Moselle. Jacques Young, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Marianne. Donc vous êtes parti, vous avez quitté la Lorraine très tôt, à l'âge de 2 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un roman sur la Lorraine ? Alors pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, ma famille, dont une partie était restée dans la région, n'a cessé de me raconter leur histoire, toutes les choses qu'ils avaient vécues pendant de nombreuses années, pendant les différentes annexions, les grands-parents et puis même ce qui s'était passé avant. Et je constatais dans les régions où j'ai habité, différentes régions, que mes copains à l'école n'avaient pas d'histoire pareille. Leurs parents ne racontaient pas des choses pareilles. Et donc c'était un projet un peu de toute une vie. Je me suis dit, quand j'aurai le temps, quand je serai arrivé à l'âge de la retraite, eh ben, je vais mettre ça sur du papier. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 4 ans pour écrire ce roman et je me suis un petit peu dépêché parce qu'il y a encore des témoins qui sont encore en vie, mais malheureusement plus pour très longtemps. Donc je les ai un peu interviewés pour avoir des éléments concrets à mettre dans ce livre. Alors vous donnez des conférences en héros. Comment est-ce que les gens, les Français de l'intérieur, comme on dit par ici, accueillent ce livre ? C'est un petit peu difficile au départ. Maintenant, ce que je regrette un petit peu, c'est que c'est surtout les personnes âgées qui sont très intéressés parce qu'ils ont vécu cette période. Or, je voudrais que ça s'adresse un peu plus aux nouvelles générations, aux jeunes générations, pour faire passer le relais. Or ça me paraît un petit peu difficile à faire. Par contre, une fois qu'ils ont assisté à ces conférences, une fois qu'ils sont venus, là effectivement, ils sont ébahis de savoir tout ce qui s'est passé dans cette région. Ils n'en reviennent pas. Et ils voient l'Alsace et la Moselle d'une façon différente après ça. Guillaume Neveu, lui, est bavarois. Oui. Et lors de la guerre de 1870, les Bavarois, la Bavière, combat aux côtés des Prussiens. Aux côtés des Prussiens, parce que le Kaiser voulait réunir tout le monde, tous les États allemands. Enfin, l'Allemagne n'existait pas encore, justement. Réunir tous ces États-là, et ça a été un petit peu la cause qui a déclenché la guerre de 1870, puisqu'ils voulaient un ennemi commun, c'était la France, c'était le meilleur moyen de s'unir contre cet ennemi commun. Et Napoléon III, l'empereur français, est un peu tombé dans le panneau. C'est un roman aussi très humaniste. En fait, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement. Exactement. Je n'ai pas justement refusé de prendre un jugement, de me mettre d'un côté ou de l'autre. Et ça commence par la force des choses, puisque mon arrière-grand-père était bavarois, et puis son épouse était parisienne. Donc évidemment, on ne peut pas déjà prendre position pour une nation ou une autre dans ces conditions-là. Et puis ça a commencé par la suite, hein, le roman raconte, la grand-mère qui était belge, que j'ai très bien connue, cette grand-mère-là. Donc on ne peut pas être ni pour l'un ni pour l'autre. C'est beaucoup. Et puis il y a quand même un certain tort partagé. C'est un petit peu différent pour la Seconde Guerre mondiale quand même, parce que là on avait affaire au nazisme, là ça a quand même évolué différemment.
Alors il faut reconnaître que ce couple que forment Guillaume et Joséphine est quand même très particulier et dans une région qui est très schizophrène puisque un jour allemand, un jour français, etc. Et il résiste bien ce couple. Il résiste bien justement. Alors quand même, je le dis dans le roman, au bout d'un certain nombre d'années, il y avait un sujet tabou, on ne parlait plus de ça, on ne parlait plus de politique. C'était le meilleur moyen pour que ça ne pose pas de problème. Parce qu'ils avaient tous les deux une sacrée personnalité, donc ça se passait quand même assez difficilement. En mars 1945, les Américains libèrent Styrin. Guillaume Neveu et sa famille habitent dans cette commune, à la frontière de l'Allemagne. La rencontre entre les libérateurs et les autochtones n'est pas aussi évidente qu'à Paris. Écoutez. Arrivé devant notre porte, un soldat américain tira une rafale de mitraillettes dans le couloir. Un acte irresponsable qui aurait pu tuer un ou plusieurs d'entre nous. Les coups de feu ayant cessé, nous commençâmes prudemment à remonter de notre cave, hébétés, le visage hâve, nous marchions dans le couloir jonché d'un matelas de douilles. Un soldat nous dévisagea sans rien dire, nos mines éteintes, nos yeux profonds, nos joues creuses et notre peau terreuse avaient de quoi effrayer et surprendre ces jeunes libérateurs en pleine santé. Un second militaire dévala l'escalier de la cave pour s'assurer de l'absence d'ennemis. Rassuré, il prit une pomme parmi celles qui étaient entreposées, mais il manqua de chance, elle était pourrie. Sans doute fatigué par sa nourriture en boîte, le malheureux cherchait à consommer un produit frais. Son visage exprima sa déception et celui d'Emma marqua un léger agacement par ses méthodes de cow-boy. Mais le libérateur bénéficia des événements exceptionnels et ne se départit pas de son sourire. Il était chanceux car en d'autres circonstances, Émile saisit une bouteille de schnapps et 4 verres, puis se rendit à la rencontre des 2 soldats. Ces derniers nous ont demandé mollement de boire les premiers. Ils nous considéraient comme des Allemands. Voilà. C'était un petit peu le drame de la région, de ne pas savoir exactement, les Américains débarquent ici, ne savent pas ce qu'ils ont affaire à des Allemands et des Français. Exactement. Alors, ce que je voulais ajouter, j'ai choisi ce passage parce que ça marque bien ma volonté de parler d'événements au quotidien. Les historiens peuvent dire, voilà, Styrin a été libéré le 5 mars 1945, il y a eu des tués là, des combats dans telle rue et tout, mais l'exemple de ce soldat américain qui descend dans la cave, qui prend une pomme, ça c'est vrai, ça c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, ça s'est effectivement passé comme ça. Et dans ce livre, c'est ce que j'ai voulu rapporter, c'est des témoignages concrets que les historiens ne pourront pas faire et que dans quelques années on ne pourra plus faire, puisque les témoins de cette période ne seront plus là pour le faire. Alors en l'espace de presque un siècle, les Mosellans ont changé 4 fois d'identité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Mosellan souffre d'un déni d'identité justement? À cette époque, oui. Je pense que maintenant, avec le temps, ça se passe mieux. Enfin, là, je ne connais pas trop bien la région, mais je pense que ça se passe mieux maintenant. Peut-être pas encore vraiment, parce que c'est vrai que le Mosellan, parfois, on croit encore que ça fait partie d'une région de l'Allemagne. Dans les autres régions de France, effectivement, là, on peut considérer qu'effectivement, ils sont un peu spéciaux là-haut. C'est vrai, ça c'est possible. Finalement, ce changement de nationalité et d'identité permet aussi à ces habitants de s'adapter très facilement aux nouvelles situations. Tout à fait, là on le remarque bien dans le livre, et surtout ce que j'ai voulu montrer dans le roman, c'est que malgré toutes ces épreuves, il y a des périodes c'était quand même pas drôle à vivre, ils ont été heureux, les familles ont été heureuses, il y a eu des amours, des liens qui se sont créés, on a fait des enfants, voilà, on a vécu malgré malgré ça, ils ont été relativement heureux. Qu'est-ce qui différencie la première annexion de 1871 de celle de 1939? Alors, la seconde a été bien plus terrible, beaucoup plus courte, mais bien plus violente, puisque c'était les nazis. C'était plus les mêmes Allemands que ceux qui étaient venus à la première annexion. Et puis, il y a aussi un deuxième point, c'est qu'il faut bien remarquer, ça n'a pas été continu, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, la première annexion. Il y a eu des pointes, par exemple en 1888, quand il y a eu les élections, là, il y a eu à la suite, comme les Mosellans ont voté majoritairement pour des protestataires, Bismarck s'est fâché et a fait tomber vraiment une chape de plomb, qui a vraiment une dictature qui s'est mise en place. Donc il y a eu des périodes avec des hauts et des bas. Et puis il y a eu le problème à la fin, tout à fait à la fin de la première élection, à l'arrivée de la guerre de 14, là, il y avait une ambiguïté. Est-ce qu'on voulait revenir en France ou pas? Il y avait du pour, il y avait du contre dans les deux cas.
Et puis par contre, à la fin de la Première Guerre mondiale, là tout le monde a voulu revenir français, parce qu'il y a eu les 4 années de dictature qui ont été extrêmement difficiles à supporter. Et donc là, il y avait très peu de gens de Mosellans comme d'Alsaciens qui auraient souhaité rester avec l'Allemagne. Puis il faut bien reconnaître aussi qu'on est toujours un peu, on préfère toujours un peu aller dans le camp du vainqueur. Hein, il faut dire que les Sarrois, par 2 fois, ont rejeté l'adhésion à la France. Oui. Comment vous expliquez aussi ça? Ils n'ont peut-être pas tout à fait la même culture. De la Moselle, peut-être plutôt aussi. Ouais. Je dirais plutôt entre les Mosellans, enfin en tout cas la Moselle-Est et les Sarrois, c'est à peu près la même culture. C'est à peu près la même culture, mais ils sont plus... comment vous expliquez? Est-ce que ça peut venir de l'envahisseur, peut-être trop arrogant? Historiquement, d'abord, c'était eux les envahisseurs, là. Donc c'était les Mosellans qui ont été envahis, donc on réagit différemment. On leur a imposé. Et puis il y a quand même une différence, c'est qu'on n'a jamais demandé l'avis des Mosellans. Voilà, il n'y a jamais eu de référendum, comme ça a été le cas en 1935 pour les Sarrois. Bon, je sais qu'ils ont voté à plus de 90% pour l'attachement à l'Allemagne. Il faut dire que les Français, les troupes françaises qui étaient en Sarre n'étaient pas très tendres non plus. Avec la il y a eu un problème quand ils ont occupé la Sarre. Effectivement, ça s'est relativement mal passé quand même. Il y a eu des heurts. Alors la Brème d'Or, c'est aussi un endroit qui a un passé douloureux. La guerre de 70. Voilà, déjà. Il y a eu un camp de transit. Il y a eu un camp de transit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'informe tout ça dans les autres régions de France parce que je ne fais pas des conférences que dans l'Hérault. Oui. Donc ce nom de la Brème d'Or, personne ne le connaît. Non. Il faut déjà expliquer d'où il vient. Et d'où vient ce nom de Brème d'Or? C'est la princesse Hélène de Mecklembourg qui a donc épousé le duc d'Orléans au début du 19e siècle. Et elle a trouvé le quartier sympathique. Elle a donné ce nom-là de Brème d'Or à ce quartier-là. C'est venu comme ça. Pour la petite histoire, cette princesse, c'est elle qui a fait venir en France la tradition du sapin de Noël. Donc, voilà. Ah, d'accord. Okay. Ça vient de là. Et sur ce camp de transit, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'actuellement, je crois qu'il y a un hôtel qui a été construit. Il y a un hôtel et puis il est fléché. Mais la première fois que je suis venu, moi, à Styrin, j'ai eu du mal à le trouver. Il est du côté allemand? Oui, il est du côté allemand. Donc il est juste fléché en petit, c'est au milieu d'une zone commerciale, artisanale. On en fait peu de cas, c'est un terrain vague. Bon, il y a des photos, effectivement, mais c'est sûr qu'on n'en fait pas, je trouve, à mon point de vue, qu'on n'en fait pas une très grande publicité, vu ce qui s'y est passé. Alors il semblerait que Stéphane Hessel y est passé. C'est possible. Oui, d'accord. C'est possible, ça je sais pas. Je vous apprends quelque chose. Oui, là, vous m'apprenez. Alors, merci Jacques Young d'avoir assisté à cette émission et d'être venu nous présenter votre livre. Merci. Donc, je rappelle, La Brème d'Or est publié aux éditions Amalthée. Donc, on le trouve dans les bibliothèques, bien sûr, et puis dans toutes les librairies. Il peut être commandé dans toutes les librairies. Voilà, merci encore. Merci. Et puis, à très bientôt entre les lignes. Merci.